il y a un élément qui fait partie de la vie et probablement aussi de la thérapie, c'est la peur. Le fait d'avoir peur, ça peut nous empêcher de commencer une démarche, ça peut nous empêcher de la poursuivre, ça peut nous empêcher de vivre. Dans quelle mesure est-ce que dans ton travail et dans ta façon de penser, tu intègres, tu accueilles et tu travailles aussi avec la peur? Tu as raison, la peur est constitutive de notre existence, dans le sens où elle nous motive énormément à chercher, à évoluer, à rencontrer, à apprendre, à se nourrir, à creuser cette question du manque pour non pas le combler, mais au moins l'explorer. Dans la thérapie, je dirais que on se doit d'accueillir la peur, quelle qu'elle soit, y compris, peut-être c'est le plus dur, par les récits de déshumanisation auxquels on est confronté, qui sont vertigineux quand même dans ce qu'ils rendent perceptibles et imaginables de choses dont on voudrait qu'elles ne puissent même pas exister. Et comment on fait avec la peur? Je crois qu'on se donne du temps. C'est-à-dire, ce qui serait terrible, c'est de dire, cette chose qui vous fait peur, il faut que tout de suite, on la déplie, on la déploie, on la nettoie, on l'expose, on la transmute, comme une décision de la volonté. Et c'est pour ça que parfois je suis aussi assez prudente sur les thérapies coup de foudre liées à des prises de substances ou autre chose, et qui font que voilà, on a l'illumination. Puis je trouve que souvent ça ne dure pas. Il y a quelque chose qui revient parce que justement tous les mécanismes de résistance, de défense, qui sont aussi des protections pour dire il a fallu tant de temps pour trouver de quoi faire face, de quoi endiguer ces monstres, ces courants telluriques d'une violence incroyable qui aurait pu nous rendre fous. Il ne s'agit pas d'arriver de tout nettoyer au Karcher, il s'agit vraiment, et ça je pense que c'est une chose qui a été particulièrement importante pour moi dans la pratique, y aller doucement, comme si on dépliait des tissus très fragiles pour ne pas les rompre, et en même temps prendre le temps de les lire, de les comprendre, de les écouter dans leurs interactions aussi. De ce point de vue, d'ailleurs, la psychogénéalogie a été une pratique très importante, parce qu'évidemment, en art généalogique, c'est beaucoup de gens, et ça donne beaucoup de temps en perspective, le fait de s'intéresser, pas simultanément, mais peu à peu, aux uns, aux autres, de détailler l'histoire de chacun, de ses relations avec les autres, etc. Ça donne un champ, aussi bien temporel que spatial, qui est rassurant, je pense, dans un premier temps. Et beaucoup de gens qui ont travaillé comme ça avec moi témoignaient du fait que très vite, ils avaient le sentiment d'un afflux d'énergie important quand ils se tournent vers l'ancestralité. Et je crois que cet afflux d'énergie, c'est ce qui se passe quand la peur lâche. Et que justement, cette sorte de gel, comme ça, de banquise ancestrale dans la psyché, peut commencer à fondre, à se dégeler, et ça devient circulant. Oui, finalement, ça rejoint assez bien cette expression qu'on peut avoir de dire que la peur paralyse. Donc, cette idée de banquise comme ça qui nous crispe, qui nous empêche. La question qui me vient, c'est si la peur, elle peut parfois être motrice aussi, puisque tu disais qu'elle a un rôle de protection. Et parfois, moi, ça m'arrive de me dire, tiens, ça me fait un peu peur, donc c'est par là que je dois aller, parce qu'il y a quelque chose qui répond en moi, ou en tout cas qui me semble indiquer comme une invitation ou un défi, sans aller dans des choses où ma vie serait en danger. Mais donc, est-ce qu'il y a aussi différentes peurs? Qu'est-ce que t'en dirais? Ton image d'aller vers l'endroit où la peur nous appelle d'une certaine façon, moi j'associe ça à la prise de risque nécessaire pour rencontrer du nouveau. L'inconnu, comme son nom l'indique, nous confronte à un endroit où on n'est pas sûr qu'on pourra faire face, qu'on a la capacité, on ne l'a jamais vécu. Mais en même temps, c'est aussi enthousiasmant que quand on tombe amoureux. On se dit pas, oh quand même, j'ai peur, machin. Si on est amoureux, on a envie d'y aller, c'est une aventure sur tous les plans.
Après, il y a des degrés dans la peur, il y a des moments de la peur. La panique, ça n'est pas comme la peur diffuse, par exemple, avec laquelle on cohabite. Ce sont des choses qui sont à écouter aussi d'un point de vue corporel, je pense, et énergétique. En tout cas, quand la peur est soit trop intense, soit trop prolongée, dans les deux cas, c'est difficile. Mais qu'il y ait des peurs nécessaires, ponctuelles et informantes, je pense, oui, absolument. Et la peur nous fait signal pour dire, voilà, à cet endroit, peut-être faut s'arrêter et réfléchir. Ne pas se précipiter dans une sorte de pseudo-innocence qui serait plutôt une candeur naïve, de croire que, puisqu'on est de bonne volonté, tout va toujours bien se passer. Moi, ça me fait penser à tous ces gens qui ont répondu à des convocations pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui sont allés à la préfecture ou quelque chose comme ça, parce qu'on appelait tous les juifs à aller se signaler, par exemple, et qui ont eu fort matière à le regretter par la suite. Ils auraient dû avoir peur. C'est-à-dire la peur nous demande de mettre le curseur au bon endroit. Merci Carole. J'espère que ça vous aidera à accueillir votre peur, à bien l'écouter. N'ayez pas peur de nous dire ce que vous en pensez et de vous abonner également à notre chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.